L'Ukraine vient de frapper la Russie là où ça fait le plus mal. Alors que le monde observe les chars avancer et les missiles volés, l'Ukraine a discrètement lancé l'une des campagnes de guerre économique les plus dévastatrices de l'histoire moderne. Elle s'attaque à la bouée de sauvetage de la Russie, son pétrole. Depuis plus de 3 ans et demi, cette guerre fait rage sans fin en vue. Aucun des deux camps ne cède. Les pourparlers de cessez-le-feu échouent, et la Russie continue de s'emparer de territoires ukrainiens. Mais l'Ukraine joue un jeu totalement différent. Elle a découvert quelque chose de crucial. La Russie n'est pas seulement une puissance militaire, c'est un empire pétrolier. En tant que deuxième exportateur mondial de pétrole, l'économie russe tout entière repose sur cette ressource. Et l'Ukraine a décidé de fermer le robinet. Kiev est frappé des installations pétrolières en profondeur sur le territoire russe. Ailleurs, des dizaines de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie que la Russie attribue à une attaque de drones ukrainiens sur un dépôt pétrolier. Août est devenu ce que beaucoup appellent désormais l'août noir pour la Russie. En un seul mois, les forces ukrainiennes ont ciblé 11 raffineries de pétrole et 6 stations pétrolières à travers le territoire russe. Mais il ne s'agissait pas d'une destruction aléatoire. C'était une opération d'une précision chirurgicale visant à paralyser l'épine dorsale économique de la Russie. Les chiffres sont stupéfiants. Ces attaques ont perturbé 17% de la capacité totale de raffinage de la Russie, soit 1 million de barils par jour disparus. Pour mettre cela en perspective, cela représente assez de pétrole pour alimenter des pays entiers. Maintenant, c'est un sujet controversé et peu m'importe si YouTube ne le promeut pas. Je vais révéler la vérité quoi qu'il arrive. Les sujets controversés sont souvent supprimés par l'algorithme, sauf si vous forcez sa promotion en cliquant sur le bouton J'aime. Merci. La capacité totale de raffinage hors service de la Russie a atteint un record de 6 ou 4 millions de tonnes, soit 65% de plus que ce qui était prévu pour la maintenance. Mais l'Ukraine avait d'autres plans. Elle a décidé de frapper les installations pétrolières russes. Près de la moitié de ces dommages ont été causés par des frappes de drones uniquement. Ce n'était pas seulement le pire mois depuis le début de la guerre, cela est même surpassé les perturbations causées par le COVID-19 en mai 2020. La Russie a été forcée de restructurer complètement ses plans d'exportation pétrolière, augmentant les exportations de pétrole brut de 200 000 barils par jour depuis les ports occidentaux pour compenser. La plus grande attaque de l'Ukraine a visé la raffinerie de Ryazan la plus importante de Russie. Le 2 août, des drones ukrainiens ont frappé cette immense installation exploitée par Rosneft. Les dégâts étaient si graves que la moitié de sa capacité de raffinage a été immédiatement arrêtée. Cette raffinerie n'est pas n'importe laquelle. Ryazan traite plus de 260 000 barils par jour, soit 5% de la capacité totale de raffinage de la Russie. Et l'Ukraine n'en est pas restée là. Elle a frappé à nouveau le 5 septembre sans montrer aucune pitié. Mais Ryazan n'était qu'un avant-goût. L'Ukraine a également ciblé la raffinerie de Sedat de Rosneft, la forçant à suspendre complètement ses opérations avec une capacité de 140 000 barils par jour. Cette installation traite 6 millions de tonnes de pétrole par an. La raffinerie de Syzran dans la région de Samara, avec sa capacité annuelle de 8,5 millions de tonnes, a été si durement touchée qu'elle a suspendu toute production et réception de brut. Dans la région de Krasnodar, l'Ukraine a frappé 3 installations distinctes. La principale raffinerie de Krasnodar, qui produit 3 millions de tonnes de produits pétroliers légers par an, a été incendiée. Les raffineries de Levanskin et d'Afipski ont également été touchées, formant un schéma de ciblage systématique dans la région. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée aux raffineries. Ses cibles suivantes ont frappé la Russie encore plus fort. Elle a visé le terminal d'exportation de la mer Baltique à Luga, le forçant à fonctionner à seulement la moitié de sa capacité, soit environ 350 000 barils par jour, au lieu de sa production habituelle. Plus spectaculaire encore, elle a frappé le système de pipeline de Durusaba, touchant la station de pompage d'Onsha. Cette seule frappe a perturbé l'approvisionnement en pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie, montrant comment la stratégie ukrainienne affecte non seulement la Russie, mais aussi ses clients. La raffinerie de Novochakhtinsk a brûlé pendant 3 jours consécutifs après des frappes de drones ukrainiens. En tant que seule raffinerie de l'oblast de Rostov, avec une capacité de 5 millions de tonnes métriques par an, sa destruction a provoqué des zones de choc dans le secteur énergétique du sud de la Russie. La raffinerie de Volgograd, exploitée par Lukoil, a été complètement arrêtée après des attaques de drones. La raffinerie de Novokobachevka a stoppé tout traitement primaire de pétrole.
Même le dépôt pétrolier de Sochi n'a pas été épargné avec 2 réservoirs de pétrole prenant feu après des frappes ukrainiennes. Ce que nous observons n'est pas seulement une action militaire. C'est une guerre économique à son plus haut niveau de sophistication. L'Ukraine a identifié que la machine de guerre russe repose sur les revenus pétroliers et elle démantèle systématiquement cette source de revenus. Chaque raffinerie touchée, chaque pipeline endommagé, chaque dépôt pétrolier en flammes représente des millions de pertes de revenus que la Russie ne peut pas utiliser pour financer son effort de guerre. C'est une stratégie qui cible non seulement la capacité de la Russie à combattre, mais aussi sa capacité à payer pour cette guerre. Après près de 200 jours de guerre, l'Ukraine est passée de la défense de son territoire à une attaque contre les fondations économiques de la Russie. Alors, qu'est-ce que toutes ces attaques contre les raffineries signifient pour les Russes ordinaires sur le terrain? C'est là que la stratégie ukrainienne montre vraiment ses crocs. Dès que ces raffineries ont commencé à être hors service, les Russes ordinaires l'ont immédiatement ressenti. Nous parlons de pénurie généralisée de carburant et de systèmes de rationnement apparaissant partout, en particulier dans des régions comme l'Extrême-Orient, le sud de la Russie et même la Crimée annexée. Nous commençons à voir ces scènes sur les réseaux sociaux, des vidéos de files de voitures s'étendant sur des kilomètres aux stations-service. C'est ce qui se passe à travers la Russie. Ce ne sont pas non plus de simples désagréments. Les pénuries n'ont pas touché toutes les régions de manière égale en raison du fonctionnement de la logistique russe. Quand vous perdez des raffineries majeures, vous devez transporter du carburant depuis d'autres régions par chemin de fer et leur réseau ferroviaire ne pouvait tout simplement pas supporter cette pression supplémentaire. Cela a créé des situations étranges où certaines zones avaient beaucoup de carburant, tandis que d'autres étaient complètement à sec. Et les conséquences ont été dévastatrices. Les prix du carburant ont explosé. Le prix de gros de l'essence premium a atteint des records historiques augmentant d'environ 50% depuis le début de la guerre. Nous parlons de stations-service dans des endroits comme la région de Primorie, où les gens payaient environ 78 roubles par litre, soit environ 3,58 $ par gallon. Cela frappait durement le portefeuille des gens. Certains ont vu cette crise comme une opportunité et ont commencé à l'exploiter. Des entrepreneurs vendaient de l'essence en ligne jusqu'à 220 roubles par litre, soit plus de 10 $ par gallon. Des ventes de carburant au marché noir ont commencé à apparaître partout, montrant à quel point la situation était devenue désespérée. Le Kremlin est très inquiet à ce sujet car ils savent que la hausse des prix du carburant et les pénuries peuvent déclencher des troubles sociaux. Cela fait du secteur énergétique non seulement une question d'argent, mais aussi de stabilité politique. L'Ukraine savait exactement ce qu'elle faisait. Elle voulait s'assurer que les Russes ordinaires ressentent les conséquences de cette guerre dans leur vie quotidienne. En Crimée, plusieurs chaînes de stations-service ont fait face à de graves pénuries, certaines installations étant complètement à court de carburant pendant plusieurs jours d'affilée. Dans la région de l'extrême-orient russe, la situation est devenue si grave que le district de Khasansky a dû suspendre complètement les ventes publiques d'essence et mettre en place des systèmes de rationnement basés sur des cartes pour contrôler qui pouvait obtenir du carburant. Oui, c'était vraiment aussi grave. Mais la préparation de l'Ukraine suggère qu'elle a des plans bien plus ambitieux. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la capacité de l'Ukraine. Leur production de drones a explosé, passant de 20 000 drones par mois en 2024 à 200 000 par mois en 2025, soit une augmentation spectaculaire de 10 fois. Ils comptent désormais environ 500 fabricants de drones opérant dans le pays. Cette montée en puissance massive est ce qui a rendu possible ces frappes soutenues et coordonnées pendant ce qu'ils appellent le août noir. L'attaque directe de l'Ukraine était mortelle, mais sa guerre psychologique l'était encore plus. Il y a une autre couche à cette campagne qui est vraiment fascinante, l'aspect psychologique. Les travailleurs des raffineries pétrolières russes ont commencé à refuser de se présenter au travail par peur d'être touchés par des drones ukrainiens. Ainsi, l'Ukraine ne se contentait pas de détruire des installations, elle instillait la peur parmi ceux qui gèrent ces infrastructures critiques. Cet effet de peur aggravait encore les problèmes de production, car même les raffineries non touchées ne pouvaient pas fonctionner à pleine capacité en raison de problèmes de personnel. Les conséquences immédiates de cette campagne de drone dude ont créé la crise énergétique domestique la plus grave que la Russie ait connue depuis le début du conflit. Les prix de l'essence à la Bourse internationale de marchandises de Saint-Pétersbourg pour le carburant à indice d'octane élevé ont atteint des niveaux 50% plus élevés qu'en janvier 2025.
Le schéma géographique des pénuries reflétait parfaitement le ciblage stratégique de l'Ukraine, en particulier le long de ce que les experts appellent l'arc Ryazan-Volgograd. L'Ukraine semblait clairement gagner. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, car la Russie avait ses propres plans. Le 28 juillet 2025, la Russie a imposé une interdiction totale des exportations d'essence, espérant rediriger tout ce carburant vers le marché intérieur. Cela semble logique, non garder l'essence pour son propre peuple. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Les prix ont continué d'augmenter, montrant à quel point l'Ukraine avait gravement endommagé leur capacité de raffinage. Le gouvernement est devenu très agressif envers les compagnies pétrolières, les pressant de ne pas trop augmenter les prix. Ils ont même commencé à puiser discrètement dans leurs réserves pétrolières stratégiques, ces stocks d'urgence qu'ils conservent pour les catastrophes. Bien sûr, les officiels ne voulaient pas l'admettre publiquement, car cela semblerait faible. Ce qui est embarrassant pour la Russie, c'est que Moscou a dû organiser discrètement des importations d'essence depuis la Biélorussie, renversant complètement les flux commerciaux traditionnels. Pensez-y, la Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, devait importer de l'essence parce que ses raffineries étaient hors service. Ils ont également essayé de mettre en place des contrôles des prix de détail, mais ceux-ci se sont révélés totalement inefficaces face aux forces du marché. Quand l'offre est insuffisante, contrôler les prix ne fait que créer plus de pénuries et de marchés noirs. L'interdiction d'exportation était initialement prévue jusqu'au 31 août, mais lorsque septembre est arrivé et que les pénuries persistaient partout, ils ont dû la prolonger. Cela a montré à tout le monde que leur solution rapide ne fonctionnait pas du tout. Le ministre de l'Énergie, Nikolai Shulganov, a essayé de se montrer confiant, affirmant publiquement que toutes les raffineries endommagées seraient de nouveau opérationnelles début juin 2025. Cela s'est révélé totalement faux. Les sanctions occidentales ont coupé la Russie des pièces critiques nécessaires pour les raffineries. Des entreprises comme UOP et ABB Suisse fournissaient auparavant des équipements aux raffineries russes, mais elles ne pouvaient plus faire affaire avec elles à cause des sanctions. L'ironie cruelle est que ces raffineries russes ont été construites avec la technologie et l'expertise occidentale. Ainsi, lorsque l'Ukraine les a bombardées et que la Russie avait besoin de réparations, elle ne pouvait pas obtenir de pièces de rechange. Les ingénieurs russes ont passé des mois à chercher des équipements de base. Certaines installations faisaient face à des délais de réparation s'étendant sur des mois au lieu des semaines promises par le gouvernement. Ils vendaient également plus de brut à des prix plus bas au lieu de produits raffinés précieux. En même temps, leurs exportations de diesel et de gazole par voie maritime ont chuté de 6% et environ 301 millions de tonnes métriques en août. La Russie perdait de l'argent des deux côtés. La carte du commerce mondial a également changé. Les clients européens traditionnels de la Russie avaient pour la plupart disparu à cause des sanctions. Ils ont donc dû se tourner massivement vers l'Asie. La Chine et l'Inde sont devenus leurs plus gros acheteurs de pétrole brut. Mais ce pivot asiatique a eu un coût énorme. Les producteurs russes ont dû offrir des rabais substantiels sur leur brut pour rester compétitifs. Ils jouaient essentiellement sur le volume plutôt que sur le prix vendant plus de pétrole, mais acceptant beaucoup moins de profit par baril. Les raffineries chinoises ont même sécurisé au moins 15 cargaisons de pétrole russe initialement destinées à l'Inde. Alors que la demande indienne chutait initialement, les dommages financiers étaient absolument dévastateurs. Rosneft a vu ses bénéfices chuter de 68% au premier semestre 2025 par rapport à 2024. Lukoil a chuté de 51% et Gazprom de 54%. Ces entreprises ont cité la surabondance mondiale, les effets des sanctions et la volatilité des devises comme principales raisons. Mais la campagne contre les raffineries a aggravé les choses. Les revenus des exportations de combustibles fossiles russes au deuxième trimestre 2025 ont chuté de 18% par rapport à l'année précédente, le chiffre trimestriel le plus bas depuis le début de l'invasion. Ce qui est fou, c'est que cela s'est produit malgré une augmentation de 8% du volume des exportations de pétrole par rapport au premier trimestre 2025. Ils vendaient plus de pétrole, mais gagnaient beaucoup moins d'argent à cause des rabais massifs qu'ils devaient offrir. Ce décalage entre volume et revenu montre l'impact croissant des sanctions et comment la campagne ukrainienne contre les raffineries a forcé la Russie dans une situation impossible. Les fermetures de raffineries ont poussé plus de brut non traités sur les marchés internationaux juste au moment où Washington exerçait plus de pression pour réduire les achats de pétrole russe. Ce que l'Ukraine a accompli, c'est forcer la Russie dans un scénario perdant-perdant,
soit garder le pétrole à la maison et faire face à des pénuries domestiques plus des citoyens en colère, soit l'exporter à des rabais massifs et voir les revenus s'effondrer. Dans les deux cas, il y a moins d'argent pour financer la guerre. Et c'est exactement ce que l'Ukraine voulait accomplir. Pour vraiment comprendre pourquoi les attaques de l'Ukraine contre les raffineries étaient ainsi dévastatrices, il faut comprendre l'histoire de la Russie avec les sanctions. La Russie est devenue le pays le plus sanctionné au monde, avec plus de 23 000 sanctions imposées par des pays comme les États-Unis, la Suisse, le Canada et l'ensemble de l'Union européenne. C'est plus que le nombre de sanctions contre l'Iran, la Syrie, le Venezuela et même la Corée du Nord. En fait, même en additionnant les sanctions des 6 pays suivants, les plus sanctionnés, la Russie en a plus du double. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les sanctions ont commencé en 2014 lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais les choses sont devenues folles après le lancement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Depuis lors, les nations occidentales ont déployé 18 ensembles de sanctions distinctes, les dernières mesures en juillet 2025 imposant des restrictions sans précédent sur le commerce et le raffinage du pétrole. L'Union européenne à elle seule a appliqué 11 séries de sanctions, les dernières se concentrant sur les articles à double usage et tentant d'arrêter l'évasion des sanctions. Mais voici le grand coup, l'UE a interdit les importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés par voie maritime. Cette seule mesure a coûté à la Russie plus de 100 milliards de dollars en revenus d'exportation depuis fin 2022. Les pays occidentaux ont été intelligents dans leur approche. Selon une analyse de la Carnegie Endowment, ces sanctions ont été conçues pour une asphyxie progressive plutôt qu'un choc économique immédiat. Ils voulaient que les effets s'accumulent lentement, poussant la Russie dans ce qu'ils appellent une stagnation ininterrompue, sans faire s'effondrer complètement les marchés mondiaux. Et la manière dont cela a évolué était dévastatrice. De 2014 à 2017, les sanctions ont ciblé les transferts de technologie et le financement pour les projets arctiques en eau profonde et de schiste. En 2022, les choses sont devenues sérieuses avec l'embargo pétrolier complet de l'UE et le mécanisme de plafonnement des prix du G7 fixé à 60 $ par baril. En 2024, ils ont élargi les sanctions sur les navires, les restrictions d'assurance et les interdictions de transfert de technologie. Puis en 2025, ils ont sanctionné Nara Energy, réduit le plafond de prix à 46,60 $ par baril et mis en place des restrictions sur les exportations de logiciels. L'escalade de janvier 2025 a été énorme. Le Trésor américain a sanctionné 2 grands producteurs pétroliers russes, Gazprom Neft et Surgutneftgaz, ainsi que plus de 180 navires de la flotte fantôme de la Russie. C'était le paquet de sanctions le plus puissant à ce jour visant directement les principaux générateurs d'argent de la Russie. Ce qui rend cela brutal, ce sont les sanctions technologiques. Les raffineries russes dépendent massivement de la technologie occidentale pour produire des produits précieux comme le diesel et l'essence. Un expert a noté en 2022 que jusqu'à 90% de certains composants comme les vannes et les pompes dans les raffineries russes sont d'origine étrangère. Plus important encore, les cerveaux de ces installations, les systèmes de contrôle et les micropuces sont fabriqués à l'étranger et leur maintenance nécessite souvent des spécialistes étrangers. Cela a créé des dépendances critiques qui frappent durement la Russie aujourd'hui. Leur équipement de fracturation hydraulique, qui fournit environ 10% de l'extraction totale de pétrole russe, soit environ 50 à 55 millions de tonnes par an, n'a pas d'équipement de remplacement disponible en raison des sanctions. Les composants des colonnes de distillation essentielles pour les opérations des raffineries sont des unités fabriquées à l'Ouest qui nécessitent des pièces spécialisées que les entreprises russes ne peuvent plus obtenir. Les raffineries modernes dépendent de logiciels et de matériels occidentaux pour l'optimisation opérationnelle et les systèmes de sécurité et la technologie des turbines cruciales pour les opérations des raffineries a des capacités de réparation sévèrement limitées par les sanctions. L'incident de la raffinerie de Lucy North Sea en janvier 2024 montre exactement comment cela se déroule. Lorsqu'une turbine critique est tombée en panne, les ingénieurs russes ont découvert qu'ils ne pouvaient pas obtenir de pièces de rechange auprès des fournisseurs occidentaux, forçant l'installation à fonctionner à capacité réduite pendant des mois. Ce même schéma s'est répété dans plusieurs installations, créant un retard croissant de maintenance que les frappes de drones ukrainiens ont systématiquement exploité. Les sanctions sur les logiciels de 2025 ont ajouté une autre couche d'isolement.
Le Royaume-Uni et l'UE ont interdit les exportations de logiciels sectoriels, y compris les logiciels d'entreprises de conception industrielle et liés au pétrole et au gaz vers la Russie. Cela a effectivement coupé les entreprises énergétiques russes des mises à jour critiques et du support pour leur système opérationnel. Cela compte énormément pour la stratégie de l'Ukraine. Cette dépendance technologique transforme ce qui devrait être un problème militaire temporaire en une crise stratégique à long terme. Une frappe de drone sur une raffinerie qui pourrait normalement être réparée en quelques semaines devient un arrêt de plusieurs mois parce que la Russie ne peut pas obtenir les pièces ou l'expertise pour la réparer. Avec les sanctions coupant l'accès aux technologies de raffinage et aux pièces de rechange occidentales, les réparations deviennent beaucoup plus lentes et compliquées. Les dirigeants ukrainiens ont vu cette opportunité et ont pivoté vers ce qu'ils appellent une approche stratégique délibérée. Les attaques contre les infrastructures pétrolières russes sont considérées par Kiev comme des sanctions directes très efficaces, contournant la réticence politique de certains alliés occidentaux à imposer des mesures plus strictes sur le secteur énergétique russe. L'objectif central est de frapper directement l'économie de guerre et de saper la capacité de Poutine à financer la guerre. La stratégie exploite une asymétrie fondamentale. Bien que la Russie dispose d'une armée formidable, sa taille immense sur 11 fuseaux horaires est devenue une vulnérabilité. Le Kremlin n'a tout simplement pas assez de systèmes de défense aérienne pour protéger des milliers de cibles militaires et énergétiques potentielles réparties sur une si vaste zone. Et l'Ukraine a pu accomplir cela parce que ses capacités à longue portée se sont considérablement développées au cours des 3 dernières années et demie. Ils ont développé de nouveaux missiles de croisière à longue portée, produits localement comme le Flamingo, qui aurait une portée de plus de 3000 km et transporte une ogive massive. Cette capacité évolutive permet à l'Ukraine d'infliger des dommages économiques significatifs, tout en pressant le Kremlin de reconsidérer sa position et peut-être d'entrer dans des négociations de paix. Ce qui me sidère, c'est comment l'Ukraine a complètement transformé son approche de la guerre. Cette évolution est folle. Ce qui a commencé comme une défense de base s'est transformé en une guerre économique sophistiquée qui frappe la Russie là où ça fait le plus mal. En 2022 et 2023, l'Ukraine utilisait principalement des drones chinois importés pour des opérations à portée limitée. En 2024, ils ont effectué 130 opérations de drones à longue portée frappant 377 cibles à l'intérieur de la Russie, y compris des bases aériennes et des installations énergétiques. Mais en 2025, les choses sont devenues complètement folles. L'Ukraine produit désormais 4 millions de drones par an, y compris ses missiles de croisière Flamingo, avancés avec des ogives massives de 150 kg. Le summum des capacités de l'Ukraine s'est manifesté lors de l'opération Toile d'araignée en juin 2025. En utilisant seulement 117 petits drones FPV lancés depuis le territoire russe, l'Ukraine a endommagé 41 avions sur 4 bases aériennes. Ils ont éliminé environ 34% de toute la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie. Cette opération a coûté une fraction de ce que les actifs militaires traditionnels auraient coûté, tout en obtenant des effets qui nécessiteraient normalement des campagnes aériennes majeures. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert militaire pour voir à quel point cela a dû être dévastateur. Leur plateforme d'innovation en défense Brave 1 a accordé plus de 470 subventions à des projets de drones et de technologies de défense, créant un écosystème qui soutient désormais plus de 500 entreprises technologiques ukrainiennes travaillant sur des systèmes sans pilote. Les analystes de la défense appellent en cela la neutralisation stratégique, utiliser des ressources limitées pour imposer des coups massifs à un adversaire beaucoup plus grand. L'Ukraine a compris qu'elle n'avait pas besoin de rivaliser avec la Russie, char pour char ou avion pour avion. Elle devait simplement frapper les bonnes cibles au bon moment. Ce qui est fascinant, c'est la réaction des marchés pétroliers mondiaux à tout ce chaos en août 2025. On pourrait penser qu'avec 17% de la capacité de raffinage russe hors service, les prix du pétrole auraient été explosés, n'est-ce pas? Eh bien non. Les Brent a oscillé entre 64 et 65 dollars par baril en août, en dessous des projections d'avant-crise de 70 à 75 dollars par baril. Le brut russe des Urals s'échangeait entre 47,60 et 55 dollars par baril, maintenant des rabais de 3 à 12 dollars par baril par rapport aux indices internationaux. Alors pourquoi les prix du pétrole n'ont-ils pas grimpé en flèche? Eh bien, l'OPEP+ avait des conditions de surabondance et les grandes nations consommatrices libéraient des réserves stratégiques.
Les marchés asiatiques ont vu des augmentations de prix modérées, tandis que les marchés européens sont restés relativement stables grâce à leurs sources d'approvisionnement diversifiées. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la flotte fantôme de la Russie. Nous parlons de 800 à 1400 navires en 2025 qui ont réussi à transporter la plupart du pétrole brut redirigé vers les marchés asiatiques. Cependant, ce système fonctionnait à des coûts bien plus élevés, avec des primes d'assurance et logistique grignotant les marges bénéficiaires et forçant des rabais encore plus importants sur le brut russe. Les raffineries chinoises ont fait preuve d'une agilité incroyable pendant cette crise, sécurisant au moins 15 cargaisons de pétrole russe généralement destinées à l'Inde après que les États-Unis ont imposé des tarifs sur le pétrole russe. Cela montre comment les sanctions remodèlent souvent les modèles commerciaux plutôt que de les éliminer complètement. Les acheteurs sensibles au prix ont rapidement sauté sur les opportunités d'arbitrage. À l'avenir, les perspectives stratégiques pour le secteur pétrolier russe montrent des changements structurels croissants. Oxford Economics prévoit que si le plafonnement des prix de l'UE est effectivement appliqué, le brut russe des Urals pourrait atteindre 47,60 $ par baril au troisième trimestre 2025, tandis que le Brent pourrait grimper à environ 80 $ par baril en 2026. Cela nuirait sérieusement aux finances de la Russie, car leur budget 2025 suppose un prix d'exportation moyen de 70 $ par baril. La crise d'août 2025 a également révélé des mécanismes sophistiqués d'arbitrage énergétique. L'Inde est devenue le plus grand importateur de brut russe par voie maritime, gérant environ 1,5 à 1,7 millions de barils par jour, soit 40% de sa demande pétrolière. Cela a créé des vulnérabilités que la campagne ukrainienne a stratégiquement exploitées. L'administration Trump a exercé une forte pression sur l'Inde, imposant des tarifs de 50% sur les importations américaines pour forcer New Delhi à réduire ses achats de 1,5 million de barils par jour de pétrole russe. Cela a immédiatement créé des opportunités de marché pour les raffineries chinoises. Mais voici le dilemme, les avantages économiques sont tout simplement trop attrayants pour être ignorés. L'Inde a économisé environ 12,6 à 17 milliards de dollars sur 39 mois grâce à l'achat de brut russe à prix réduit, avec des prix à l'arrivée en moyenne de 2,30 à 13 $ de moins par baril que les approvisionnements alternatifs. Ces économies représentent d'énormes avantages fiscaux que New Delhi a été très réticente à abandonner malgré toute la pression diplomatique. Ce que l'Ukraine a accompli est remarquable. Elle a pris une situation où elle était largement surpassée en armement et en effectifs et l'a transformée en un avantage stratégique en combinant innovation technologique, précision tactique et une compréhension profonde des vulnérabilités économiques de la Russie. Cela a créé un nouveau modèle de guerre asymétrique qui force l'une des plus grandes armées du monde à réagir constamment plutôt qu'à agir. La campagne contre les raffineries montre que les conflits modernes ne concernent plus seulement le territoire ou la puissance militaire. Ils concernent les chaînes d'approvisionnement, les dépendances technologiques et les points de pression économique. C'est l'ère d'une nouvelle guerre où une force plus petite et plus agile peut imposer des coups disproportionnés à un adversaire plus grand en ciblant les bonnes vulnérabilités au bon moment. Et les effets continuent de se répercuter sur les marchés énergétiques mondiaux, les relations commerciales et les stratégies militaires à travers le monde. L'avenir de cette guerre ne peut être prédit que par le temps.